Comme tu dis, SDR, il faut être à l'aise avec son investissement, effectivement, sinon impossible de tenir dans le temps. Le tout étant arrivé à dormir la nuit, peu importe la stratégie, avoir conscience des risques, exactement, et puis être capable aussi d'avoir cet esprit contrarien, aller en dehors de la masse, parce que on sait que la majorité des gens ont tort. Et en ce moment, qu'est-ce que pense la majorité des gens aussi? Se limiter à investir avec de l'argent dont on n'aura absolument pas besoin dans les prochaines années, aide beaucoup à rester zen et à patienter. Et comme tu dis, en tout cas, ne pas se dire je mets X euros et dans 2 ans, j'aurai fait x5 et j'achète une voiture ou j'achète un truc. En fait, c'est ça, c'est tu fantasmes une plus-value potentielle sur une période de temps, alors qu'en fait, on n'en sait rien. C'est basé sur des modèles. Alors, on peut se dire, ouais, les cycles de 4 ans, historiquement parlant, il s'est passé tel truc. Comme ce qu'on dit depuis le début, hein. On parle en performance historique. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais derrière, attention. Attention, à chaque cycle, tu découvres des trucs, tu te rends compte de ce qui est possible, de ce qui n'est pas, de la limite de certains modèles, et attention de ce qu'on pense ou de la réalité des trucs. De moi, il faut se faire violence. Je pense que le plus important, c'est de se dire, tiens, vous pensez que c'est sûr que ça va augmenter, allez voir les arguments des mecs qui pensent que c'est sûr que ça va baisser. Et derrière, vous dites, OK, je suis d'accord, je suis pas d'accord, comment je réfute l'argument, etc. Et à la fin, vous prenez votre décision, quoi. Euh, cette, je sais pas comment on appelle ça, mais un cannibalisme un peu en crypto, tu vois, entre les différents projets, entre les différentes visions, et c'est toujours un peu la recherche de celui qui a raison ou de celui qui a le meilleur track record, alors qu'en fait, au final, on s'en fout, quoi. Ton track record, il peut être clean parce que tu as supprimé des tweets de ce que tu as fait avant en tweetant les deux cas, ça va monter, ça va baisser, puis tu as un track record qui est clean parce que tu as supprimé ce qui allait pas dans le sens du marché à un moment donné, tu vois. Donc en fait, tu peux toujours manipuler le truc. Et je pense qu'il faut, faut écouter ceux qui ont eu des bonnes indications à présenter, et puis pour prendre toujours à chaque fois les meilleures décisions, tout simplement. Merci pour votre pédagogie incluant ce marché dans un tout, nous maturant le tout imprégné d'un esprit cypherpunk humaniste et évolutif. Je suis tellement moins tendu car structuré avec cette approche. Merci Renaud. On doit investir selon ses moyens et ce que l'on recherche. Dans mon cas, je préfère risquer à perdre tout l'argent que j'ai investi dans la crypto et être exposé car ça peut faire un life-changing. Alors voilà, aussi avec toutes les problématiques liées au life-changing. Si tu viens en crypto juste en se disant je fais du one-shot, je dis pas que c'est pas possible. La plupart des mecs viennent pour faire du life-changing, mais attention à ce que c'est à l'intérieur. Life-changing, c'est pas forcément je bosse plus jusqu'à la fin de ma vie. Un life-changing, c'est peut-être rembourser tes dettes, c'est peut-être, tu vois, je sais pas, t'as 25 ans, tu es sur un patrimoine en crypto qui monte à plus de 100 000 balles, pour beaucoup de gens, c'est déjà life-changing, tu vois. C'est pas forcément le million auquel beaucoup de gens peuvent s'attendre, mais attention aussi à derrière à ce qu'on va mettre de côté le life-changing. Pareil sur la partie stratégie de sortie. Une stratégie de sortie, très souvent, les gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre des targets ou ils vont faire des estimations par rapport à ce qu'ils veulent eux, par rapport à leur situation perso. Moi, j'aimerais bien que le marché il monte tant, et donc si le marché il monte à tel niveau, je gagnerai tant, donc je fais mes paliers par rapport à ce que je veux moi. Mais ça, c'est l'une des pires choses à faire en fait dans la stratégie de sortie. Il faut vraiment analyser le truc dans son ensemble et voir ce que le marché peut potentiellement donner et ce que derrière vous pourrez extraire de ces performances de marché. Mais pas estimer en se disant tiens, le marché il va me donner ça et donc moi je vais faire des targets par rapport à ce que je veux, quoi. Très souvent le marché il va pas faire ce qu'on veut. Ouais, puis même quand tu as des targets, tu vois, nous, on était quand même plutôt conservateurs. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce qu'on pensait qu'il était possible, tu vois. Et on s'est pas dit, tu vois, moi, je le veux tant de mon investissement, une somme bien ronde avec des jolis zéros qui me fait plaisir, voilà. Mais le marché, comme tu dis, il en a rien à foutre de ce que tu veux toi personnellement. Donc, tu regardes les indicateurs et tout. Tu ajoutes un indice de la marge, en fait. Tu dis, si jamais ça se passe pas comme prévu, que ça se passe moins. Et même comme ça, tu vois, bon, je suis arrivé sur quelques paliers. Juste à peine, tu vois, mais pour le coup, même comme ça, tu vois, tu peux encore te planter. Donc, si jamais ça se passe, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois. Là, je pense qu'il y a Exactement. même un travail de réflexion. J'ai vu passer des threads que je vais regarder. Je partagerai notamment sur mon groupe en mode, même les indicateurs qu'on regardait, il y a peut-être moyen de les affiner encore plus, comprendre parce que ça a Oui. évolué et tu vois, pas s'enfermer, se dire comme certains, avoir un biais super bearish ou un biais super bullish en se disant non mais c'est bon, ça va remonter, sans jamais se remettre en question, tu vois. Donc Exactement. il faut, et le problème c'est que tu peux pas te baser non plus. Je pense qu'il y a aussi cette réflexion à faire parce que la plupart des gens que vous écoutez, c'est des traders en fait sur le crypto Twitter. Il y a plein de gens, leur approche, c'est
trading. Donc en fait, quand il vous dit je suis tout sorti, je suis in, je suis tout sorti, c'est parce qu'ils font ça régulièrement en fait. Tu vois, leur but c'est vraiment rentrer, prendre une performance, sortir. Et du coup, c'est pas pareil en fait. Si tu es vraiment dans une approche long terme sur plusieurs années, voire plusieurs cycles, si tu vois marqué je suis tout sorti, pour toi c'est pas la même connotation qu'un mec qui trade et qui fait ça régulièrement en fait. Et Exactement. ça a pas les mêmes conséquences. Ça, tu vois, mentalement, ça fait 4-5 ans que tu dans le truc, tu sors au mauvais moment, ça fait clairement plus chier que le mec où ça faisait 3 jours qu'il était sur le trade, tu vois. Donc il y a aussi cette différence d'approche. Et, et après, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais dans tous les cas, c'est un point important, tu vois, c'est cette histoire de qui on écoute et l'approche qu'ils ont sur le marché, tu vois, parce que Et puis ça dépend de ton horizon de temps aussi. Genre, tu vois, tu as un mec qui peut te dire, il va trader du momentum. Le mec, il regarde du momentum. Il peut se dire, bah attends, en monthly, on est toujours en momentum haussier parce qu'on a des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. On est toujours en tendance haussière. Et puis, tu en as d'autres qui vont se dire, mais attends, mais moi, je regarde en daily. En daily, on est sur un momentum baissier. Donc, lui, par rapport à son approche, par rapport à son horizon d'investissement et par rapport à la méthode qu'il a décidé de mettre en place aujourd'hui, il va être vendeur. Alors que le même mec qui va regarder le même chart, il peut décider de se dire, en fait, moi, je suis aussi, tu vois. Et donc, c'est ça, en fait, le problème que je retrouve dans l'investissement et que pour moi, à chaque fois, ces discours, ils ont ni queue ni tête. Parce que dans tous les cas, tu peux très bien avoir des mecs qui ont tous raison en même temps, en fait. Mais en fait, on parle pas de la même chose. On parle pas du même horizon de temps, on parle pas de la même gestion de risque, on parle pas de la même stratégie d'investissement. Tu vois, demain, tu me dis, je vais investir sur le Bitcoin sur 20 ans, mais en fait, tu es acheteur tout le temps sur un actif comme ça. Tu es acheteur tout le temps. Sur Ether, c'est pareil, tu es acheteur tout le temps. Tu vois. Par contre, tu me dis, je veux rentrer, je sais pas moi, sur des alts. Bah déjà, tu n'es pas acheteur sur tout. Et puis, ça dépend de ton horizon de temps, ça dépend de tes compétences, ça dépend de ton approche d'investissement. Est-ce que tu es plus trading, machin et tout. Enfin, tu vois. Et donc, en fait, dans tous les cas, tu as des gens qui vont être vendeurs, tu en as d'autres qui vont être acheteurs. Et peut-être que la meilleure chose à faire pour cette personne-là, c'est de vendre parce qu'en effet, il respecte sa stratégie, il respecte son truc. Et puis de l'autre côté, l'autre, il va être acheteur parce que lui, il va pas regarder les mêmes modèles, il va pas regarder les mêmes critères d'investissement, quoi. Si toi, tu fais de l'analyse on-chain et que tes critères d'investissement, c'est de l'analyse on-chain et certaines grosses structures techniques, comme par exemple là, quand je le présente pour la partie BTC, où tu as des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, on est toujours en tendance haussière, qu'on le veuille ou non. Tu en as d'autres qui vont te dire, ouais, mais regarde, par exemple, la MA50, on vient de casser en dessous. Après, je peux te sortir d'autres trucs en te disant, bah, tu prends pendant le Covid, on a cassé la moyenne mobile 50. Pendant 121 jours, on a eu un V-bottom et ensuite on est reparti à la hausse. Donc tous ceux qui avaient vendu là, en effet, ils ont eu raison de vendre à ce moment-là parce que il y a eu une baisse jusqu'au moment où ils ont eu tort. Et dans tous les cas, sur le long terme, on se dit bah ouais, il fallait pas vendre. Mais sur ce court terme-là, bah, ça dépendait de l'approche qu'on avait en fait. Et c'est là où c'est ultra important. Et dans tous les cas, le mec qui te dit c'est sûr que ça va se passer comme ça, c'est faux. Il faut avoir des scénarios qui invalident ce que tu penses et le scénario dans lequel tu es. Et faire au mieux avec ça, parce que dans tous les cas, bah, il n'y aura pas de vérité là-dessus. Et c'est pour ça que moi, je rentre jamais. Des moments où on me tag sur les réseaux, on me dit ah, Thibaut, t'en penses quoi? Lui, il pense que c'est baissier, machin. Je rentre jamais sur ce genre de trucs. Déjà, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Et deuxièmement, parce que je sais pas ce que fait le mec. Je sais pas sur quoi il se base, je sais pas sa stratégie d'investissement. Pour peu, le mec, il te parle juste de son portefeuille trading, et derrière, il a un gros portefeuille buy and hold de long terme en plus de ça. Tu vois, la plupart des mecs comme qui Bob peuvent faire du Lucas, trading, ben oui, comme Bob Lucas, il va te dire, ouais, moi je suis rappelez-vous vendeur, ça. mais je suis vendeur sur ma partie scalping ou day trading en fait. Mais je suis peut-être pas vendeur sur ma partie long terme. Donc ça veut rien dire. Tiens, je vais répondre. J'ai eu un petit don de Luxury. Merci pour le don. Avoir une de ces cryptos qui rentre dans l'index 50 de Coinbase, ça peut jouer sur le prix. Bah, ça peut permettre en fait de donner un peu plus de visibilité. En fait, quand tu es sur CoinMarketCap, si tu fais partie du top 10, évidemment que tu auras peut-être plus de visibilité et tu auras peut-être encore plus de gens qui auront envie de l'acheter parce qu'il sera vu par plus de personnes que s'il est sur la deuxième page de CoinMarketCap. Tu vois. Mais parce que ça joue pour moi sur l'effet en fait momentum et puis crédibilité. Par contre, attention, hein, c'est pas parce que vous êtes sur le top 10 ou même vous êtes sur le top 50 que ça en fait des très bons projets aussi. Hein. Il y a eu plein de projets qui ont été listés par CoinMarketCap qui ont été des grosses merdes. Et puis, si vous vous amusez à regarder, parce que normalement, CoinMarketCap, il classe par market cap, d'accord, qui est une métrique éclatée au sol. Hein. C'est pas parce que vous avez un haut market cap que vous êtes forcément un bon projet. Hein. Demain, je peux vous créer un
un projet avec 5 trillions de market cap et avoir un market cap qui est plus élevé que pour le Bitcoin, et vous n'avez pas de liquidité, vous n'avez pas d'adoption, vous n'avez pas de développeurs, vous n'avez rien. En fait, vous n'avez aucune innovation, vous n'avez rien. Le market cap, c'est quoi? C'est le dernier prix du projet multiplié par sa circulating supply. Si je prends le Thibaut Coin, j'en prends 1 trillion, j'en émets 1 trillion. Donc la circulating supply, c'est 1 trillion. Je liste sur Uniswap en décentralisé, j'en achète pour $1. Eh ben, tu fais $1 fois 1 trillion, ou même tu peux dire, allez, j'en émets 5 trillions. Bah, tu fais $1 fois 5 trillions, j'ai 5 trillions de market cap. Mais derrière, en liquidité, c'est éclaté, en volume, c'est éclaté, en historique, c'est éclaté. Enfin bref, il n'y a rien. En fait, ça vaut rien. C'est pour ça que noter et valoriser un projet uniquement par le market cap, ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas le trader, tu peux pas l'échanger, ça veut absolument rien dire. Et en plus de ça, ça peut changer beaucoup. Tu peux prendre, par exemple, petit clin d'œil à crypto.com qui avait sorti de la circulating supply une partie de ses coins et qui a décidé de les débrûler aussi. Ça, c'était marrant. Donc ça, on considère que les coins sont sortis de la circulating supply, donc le market cap baisse. Et puis derrière, quand ils en ont besoin, ils peuvent reminter des coins qu'ils avaient précédemment brûlés. Donc là, tu les re-rentres dans la circulating supply. Du coup, tu boostes encore artificiellement aussi le market cap, quoi. Mais grosse différence entre l'argent que tu vas mettre, le market cap, et ce que tu peux extraire, quoi. Tu peux avoir un projet à 5 trillions de market cap, c'est pas 5 trillions de valorisation qui ont été créés, quoi. Demain, tu peux vendre, si tu as 10 balles de liquidité, tu vends pour 100 balles, le projet, il va repartir à zéro. Pour autant, il avait un market cap de 5 trillions. Donc, pour répondre à ta question, une crypto qui rentre dans l'index 50, ça peut jouer dans sa crédibilité parce que les gens, en fait, regardent ça. Par contre, attention, il y a eu plein de projets qui pouvaient être intéressants, qui n'étaient pas listés parce que ils n'avaient peut-être pas une volonté de le faire. Si tu vas dans la deuxième page de CoinMarketCap, deuxième ou la troisième, tu verras que tu as des coins qui ont un market cap élevé et qui sont rankés à 202, 204, 207, 210, alors qu'en fait, ils devraient être dans le top 50 aussi de CoinMarketCap parce qu'ils ne les ont pas mis. Parce qu'ils peuvent considérer que c'est des scams, peut-être que ça en est, peut-être que ça en est pas, mais ils ont quand même eu aussi l'occasion de lister énormément de scams parce que Binance, c'est eux qui détiennent CoinMarketCap. Et jusqu'à preuve du contraire, les gens ont peut-être oublié un peu, mais des projets de merde, ils en ont listé quand même une belle pelletée quand même. Donc, ouais, parce qu'encore rentrer dans le top 50, ça veut dire qu'il y aura quand même peut-être une pression acheteuse, voilà, parce que c'est dans un indice Coinbase qui reste un des gros exchanges. Autant le listing sur les exchanges sur Six, ça n'a pas du tout été une stratégie gagnante, même sur Coinbase, là, avec leur ah écho, oui. là. Ils sont en train de lancer des projets, bon, et surtout sur Binance, on avait regardé, c'était quasiment 10 projets sur 10 qu'ils avaient lancés sur la fin d'année, notamment, qui avaient fait du moins 80%, quoi. Donc, clairement, sur ce cycle, le listing sur les exchanges, différent de la qualité, quoi. C'est clair. Bon les gars, on va avancer un petit peu sur ce qu'on voulait vous présenter. Est-ce que tu voulais présenter un truc, Théo, un peu Non, avant mais je pense qu'on de peut avancer rentrer? parce qu'on a passé quand même pas mal de temps. Au final, on Ouais, l'a un peu évoqué, ce que je voulais présenter, mais voilà. Sinon, vous l'avez sur ok. mon live. Bah, il y a le lien de ta chaîne dans la description, de toute façon, pour ceux qui veulent. Yes. Hop. Sur les liquidités et l'approche, en fait, c'était plus sur l'approche où on n'est jamais trop sûr, tu vois, et pourquoi le cycle était un peu différent, mais on l'a quand même pas mal évoqué. Et puis pour ceux qui veulent des infos un peu plus détaillées sur la partie analyse technique, pareil, revenez sur les anciens lives, j'en ai énormément parlé. Mais regardez, sur la dominance du Bitcoin, bon, bah, pour l'instant, ça latéralise et il y a toujours la grosse divergence baissière depuis des mois maintenant. Si vous regardez le RSI, le MACD, etc., toujours en divergence baissière. Et pour Bitcoin, là, c'est pour ça là où beaucoup de gens sont pas d'accord. Mais et c'était exactement la même chose qu'on disait avec Théo la dernière fois quand les mecs nous disaient c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Quand on est passé là des 109 000 à 75 000, on se disait tant qu'on vient pas breaker cette zone-là, des 71 000, on est toujours en bull run parce qu'on a des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Finalement, c'est allé ici, c'est reparti plus haut. Et là, je confirme, et je continue de le dire, que pour l'instant, c'est toujours, sur ce que je vous montre là, on est en weekly, c'est toujours une structure haussière, pour l'instant. Si on vient breaker cette zone à des 75K et qu'on vient clôturer, attention, on peut avoir des mèches, mais si on vient clôturer en weekly et puis après, pourquoi pas en mensuel, si vous voulez regarder en mensuel, vous aurez un vrai signal pour moi qui sera purement baissier et vraiment important, selon moi. Par contre, est-ce que le delta entre le cours qu'on a là
et la baisse qu'on aurait potentiellement ici pour avoir cette confirmation, est-ce que vous êtes prêt à l'accepter, oui ou non? Et là, après, pareil, vous y répondez, ça je pense que c'est important. Mais de se baser uniquement sur la moyenne mobile 50, alors c'est un indicateur intéressant, hein, mais la plupart des mecs qui sont ultra baissiers, ils regardent ça. Si ça fait partie de leur stratégie et tout, il n'y a pas de problème, mais attention d'avoir un scénario d'invalidation aussi, parce qu'en effet, on peut prendre là, bon bah, c'est venu jouer un rôle de support, et là on est venu casser à la baisse en weekly, hein, donc c'est pas rien non plus. Si on prend les cycles d'avant, si je dézoome un peu, là quand on est venu clôturer en dessous, on est reparti en bear market. On a le cas d'exemple où pendant le Covid, c'est un peu ce que je montre hein, dans le cas d'un Black Swan. Là, on est venu clôturer en dessous de la moyenne mobile, d'accord, et ça a duré avant que les gens s'en rendent compte, hein, entre là et ici. Ouais, alors avant que ça redémarre un petit peu plus, ouais, il s'est passé un peu plus de 100 jours, quoi. Un peu plus de 100 jours pour s'en rendre compte. Et là, on a eu un V-bottom. Alors, ça a descendu très vite, c'est remonté, et ensuite, c'est reparti à la hausse. Donc là, typiquement, si vous preniez cette moyenne mobile, bah, c'était un faux signal. Alors, ça a été un Black Swan. On peut se poser la question, est-ce que là, c'est un Black Swan? Est-ce que ça n'en est pas? Est-ce que c'est une prophétie autoréalisatrice avec la fin des cycles de 4 ans? Bon, on verra. Si on prend le cycle de 2017, ça a joué le rôle de support et au moment où on a cassé à la baisse, bah, c'est parti en bear market. Là, pareil, ça a joué le rôle de support. Donc, en soi, ce n'est pas un mauvais indicateur. Mais attention de se baser uniquement sur ça, parce que si jamais on arrive dans un scénario où c'est un V-bottom, où ça remonte rapidement, vu que c'est un indicateur qui est à retardement, ce qu'on appelle un lagging indicator, vous pouvez vous faire avoir. Pareil avec les Golden Cross et les Death Cross. Bon, bah, quand vous mettez, on peut s'amuser à regarder, je crois que c'était plutôt en daily. Hein. On va essayer de dézoomer un petit peu. Voilà. Les Death Cross, à chaque fois que vous en avez, donc quand vous avez la moyenne mobile 50 qui vient clôturer en dessous de la moyenne mobile de 200, vous avez une Death Cross, et quand vous avez la moyenne mobile 50 qui passe au-dessus de la moyenne mobile 200, vous avez une Golden Cross. Bon, c'est plutôt Golden Cross, plutôt haussier, Death Cross, c'est plutôt à la baisse. Regardez par exemple sur ce cycle, à chaque fois que vous avez eu des Death Cross, ça a marqué le bottom. Là, on vient d'avoir une Death Cross. Donc, on va voir. Est-ce que ça va être différent? Est-ce que là, ça sera le vrai bottom, etc., etc. Il y a des choses à suivre. Attention à regarder aussi que la partie analyse technique, ou que la partie fondamentale, ou que la partie macro, ou que la partie on-chain. Voilà, pour moi, tout est intéressant. Mais aujourd'hui, bon, bah, il y a une correction. Parce qu'on peut aussi très bien regarder les volumes de correction. Hein. Là, on est sur une correction de, je sais pas, il y avait combien? 27%. Et c'est remonté à la hausse. Là, il y a eu une correction de combien? 30, je sais pas, 32, 33%. Bon, là, de dire 33%, c'est la fin d'un bull, parce qu'il y a eu une baisse de 33%, ça me paraît un peu ledge, parce que bah, là, pareil, hein, baisse de 50%, et pour autant, on est reparti à la TH. Et quand bien même, ça aussi, c'est le dernier truc, et je terminerai sur ça, le dernier truc que j'avais montré, c'est que même si on considère, parce que là, on parle du Bitcoin, hein, on parle du top de Bitcoin. Si on considère qu'il y a le top du Bitcoin qui a eu lieu, ça ne veut pas dire que c'est un top de marché. C'est deux choses différentes. Hein. Pour avoir un top sur le gros, ça ne veut pas dire que c'est forcément un top de marché. L'exemple que j'ai donné, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, il y en a d'autres comme ça. C'est ce qui s'est passé sur 2017. Vous prenez 2017, le 17-18 décembre 2017, le Bitcoin, il était à 20 000. Il est passé en quelques jours presque à 10 000. Hein, quelques jours après. Hein. La correction, elle était quand même assez folle, de 20 000 à 10 000 balles. Et sur cette même période, si vous regardez les alts, je crois que c'est ce graphique-là, si je ne me trompe pas. Je vais revenir un petit peu avant. Hop. Donc là, je vous ai mis le total market cap en excluant le Bitcoin par rapport au dollar. Si vous zoomez un peu. Tac. Donc sur la même date, hein, Bitcoin a perdu 50% de sa valorisation. Donc là, en l'occurrence, il avait topé, pas de problème. Regardez ce qui s'est passé juste après. On est passé de. Alors, il y a une mèche là, juste ici, de 165 milliards au 16 décembre pour les alts, enfin pour le marché global, jusqu'au 6 janvier 2018. On est monté à presque 500 milliards. Voilà. Donc, attention. Là-dedans, évidemment, il y a tout qui reste disponible, mais top de cycle pour Bitcoin, enfin, top de Bitcoin potentiel. Bah, c'est pas forcément un top de cycle et vice versa. Voilà, faut faire attention.